Parce que ça, il faut que ça soit fait pour tout le monde. C'est la modalité de remise qu'on va utiliser. Alors, ensemble, on devait, au dernier cours, tout le monde s'être créé un compte GitHub. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas créé? Parfait. Donc, si j'ai rien dans le chat et il n'y a personne qui parle, c'est donc tout le monde possède un compte GitHub. Ensuite, vous aviez un Mio qui vous permettait d'aller créer vos équipes. Et pour ceux dont les équipes étaient déjà formées, la deuxième personne dans l'équipe, d'aller se joindre à une équipe. Donc, là, moi, si je comprends bien, j'ai tous les étudiants de la classe qui ont un dépôt partagé. Ce qu'on avait fait dans un premier temps, et là, je l'ai mis ici. Ça, il y a un membre de l'équipe qui le fait. La partie 1 à 11 qui est devant vous, qui est créer le répertoire projet, aller dans le répertoire, vous créez un fichier index.html dedans, faire votre git init, git add, git commit et finir avec un git remote origin puis un git push. Est-ce qu'il y en a que cette partie-là n'est pas faite? Moi, je m'étais arrêtée au point 8. Tu as fait ton premier commit? Oui, j'ai fait un git commit. Oui, j'ai fait ça. Parfait. Donc, Ah oui, oui, c'est tout fait. J'ai tout fait. Je pense que j'avais tout fait. Pour être capable de le voir, parfait. Là, la partie qui n'était pas faite par tout le monde, c'était pour le deuxième équipier, d'aller chercher le repository partagé et de créer le repo local. Puis là, comprenez là, que vous allez avoir un dépôt partagé et chacun un dépôt local. Donc, il y a juste une commande à faire, c'est git clone, et là, tout le début il est pareil, et la partie ici, là, à droite, elle est différente. Allez sur votre dépôt et vous allez être capable de voir son nom. Un coup que tu es dessus, là, si tu vois clone or download, là, ici, tu peux copier le URL qui va faire le clone. Alors là, je parle seulement à ceux qui n'ont pas créé leur dépôt, mais que c'est un autre membre de leur équipe qui a créé le dépôt. Là, vous, il faut que vous alliez chercher le dépôt. Alors, dans un premier temps, ici, copier le URL. Moi, j'ai créé un répertoire projet, j'en ai plusieurs. Fait que dans mon répertoire projet, c'est là que je vais rouler ma commande git clone. Et ça va même créer le répertoire, ça fait tout. Ça fait le git init, git add, ça me télécharge tout, ça crée même le répertoire. Alors là, pour le moment, pour les besoins de la démonstration, je vais me télécharger celui de Zoé et Priscille. Et voilà, et si vous faites ls, voyez-vous, mon deuxième TP là, a été créé. Et je vois le index.html qu'a créé Priscille. Bon. Ben, premièrement, bravo tout le monde, parce que pensez-y, là, il y a à peine un mois, vous n'aviez même aucune idée
de ce qu'était Git, encore moins GitHub. Et là, je vous répète ce que vous avez été capable de faire. Vous avez été capable de créer vos dépôts locaux, vous avez été capable de le pousser sur Git, puis vous avez été capable de le prendre de Git puis de l'amener. Là, rendu là, on va faire un petit peu de théorie sur Git. Et suite à ça, on va faire quelques dépôts, on va aller chercher du stock, on va aller en pousser et on va être prêt à commencer au prochain cours JavaScript. Et vous avez déjà reçu le PDF, soit dit en passant. Donc, je reviens ici. Ce qu'on va voir aujourd'hui à la leçon 8, c'est quelques-unes des meilleures pratiques de Git. Certaines commandes de niveau intermédiaire, git diff, git merge, git branch. Comment cacher des fichiers temporaires si jamais tu en as besoin. Comment aller voir l'état de ton dépôt avec tes commits. Travailler avec un dépôt à distance, mais là, vous savez déjà comment le créer et comment aller le tirer. Après ça, on va voir comment aller reporter du contenu dans notre dépôt à distance, comment utiliser les branches, résoudre les conflits et réparer les erreurs s'il y en a. Donc, la première chose importante, c'est de vous aider à comprendre quand est-ce qu'on commit. Quand vous faites une modification, si la modification touche 2 fichiers, il n'y a pas de problème. Tu édites le premier, tu sauvegardes, et j'ai bien dit sauvegarder, pas commit, sauvegarde. Tu fais tes changements dans le deuxième fichier, tu sauvegardes, puis là, après ça, tu fais ton commit. Un coup, tu as quelque chose qui se tient. Donc, mettons que tu avais à faire une page HTML puis un CSS. Ton message, ça va être création de la page des produits avec sa feuille de style. Quelque chose entre les deux, là, tu en as fait la moitié, là, mais c'est pas fini. Là. Commit pas ça. À moins que, mettons, ce soit ton coéquipier qui en ait besoin. Mais habituellement, un commit, c'est pour une petite chose à l'état complété. Ça ne veut pas dire que tu ne pourrais pas en faire à 2 fois. Création de la page HTML, commit, création du CSS qui, pour l'affichage de la page HTML X, commit, il n'y a pas de problème. Mais un commit, tu ne devrais jamais avoir besoin de mettre un « et » dedans. Parce que tu ne fais pas et la page 1 et la page 2. Fais la page 1, commit, fais la page 2, commit. Ça va-tu comme concept? Un commit, c'est comme une fonction ou une méthode. Ça fait une chose. La cachette, si tu veux faire un staging puis un commit, puis tu ne veux pas montrer des fichiers, git stash. Puis quand tu veux le ramener, git stash pop. Ça cache un fichier. Même si tu fais git add point, il ne ramassera pas les fichiers parce qu'ils vont être cachés. Petit truc intéressant, le prochain, diff. Là, pour le moment, vous allez pas mal vous séparer l'ouvrage. Je ne suis pas sûr que vous allez en avoir besoin souvent. Mais si vous en avez besoin, la commande diff vous permet de donner la différence entre 2 fichiers. Permettez-moi de vous montrer comment ça fonctionne. On va aller dans mon TP2 que je fais avec Gilles, qui est l'autre prof.
Donc, je vais aller éditer le index.css. Et finalement, le padding, je vais le mettre à 10 %. Alors, j'ai fait un git diff. Et là, ce qu'il me dit, c'est, il m'indique le numéro de commit, puis il me dit, le changement que tu as fait, là, les deux fichiers, l'original CSS puis le nouveau, ben, c'est pareil comme si j'enlevais la ligne padding 7.5 puis je rajoutais en vert padding 10.5. Ça permet de montrer la différence avant, après. Ça va-tu comme concept? C'est pas plus compliqué que ça. Monsieur, j'ai une question. Pardon, Youssef? J'ai une petite question. Ça n'a pas vraiment rapport avec ce que vous venez de montrer, mais ça a rapport avec le TP. Vas-y. Pour faire notre code plutôt, est-ce que si on trouve une façon de le faire sur Dreamweaver puis après on copie le code, c'est correct? Ou il faut tout que ça soit fait sur... J'ai pas de problème à ce que tu utilises Dreamweaver pour faire ton HTML. Ok, parfait. Parce que c'est plus facile vu qu'on voit tout puis tout avec ça. Ben genre, plus facile. Je trouve que c'est plus facile que coder, genre, du début jusqu'à la fin. J'ai aucun problème, ça s'adresse à tout le monde. Le but du cours, c'est pas de vous apprendre à faire du HTML. Théoriquement, ça devrait être acquis, vous l'avez fait dans le cours précédent. Oh. Alors, le côté HTML, CSS, je m'assure qu'il est fait de façon consistante et optimum. Mais pour le reste, là, vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez et même copier-coller des bouts que vous trouvez sur l'Internet. Là. Dans le cas où vous le comprenez, pas de problème de l'outil utilisé. Vous avez même le droit de vous inspirer. Ou vous n'aurez pas le droit de faire ça, c'est pour tout le CSS, pour tout le JavaScript. Est-ce que c'est clair? Oui, parfait. Right. J'ai une autre question aussi. Oui, vas-y Alexandre. Pour l'abstract, est-ce qu'on peut faire les screenshots du HTML avec XD? Est-ce qu'on peut faire l'HTML avec XD? J'ai pas de problème avec quoi tu le fais. Tu peux le faire là, pour les croquis d'écran. Il y en a qui me disent, monsieur, là, moi, faire le croquis d'écran dans un outil qui me génère l'HTML ou le faire à bras puis essayer de faire ça, j'aime autant faire mes croquis HTML finaux puis vous les mettre dans le document. Pas de problème. Tu sais, entre autres, là, mettons, je vais prendre l'exemple de Youssef, Alexandre. Lui, il dit, regarde, moi, je ne me taperai pas des croquis, puis après ça, les refaire dans Dreamweaver. Il rouvre Dreamweaver, il fait ses pages, il me prend des screenshots, il les met. Moi, je suis bien heureux. Cool, merci. Puis c'est clair pour tout le monde, donc que vous avez le droit pour votre HTML puis votre CSS là, d'utiliser des outils, d'aller vous chercher du stock sur l'Internet. J'ai aucun problème avec ça. Mais je vous le dis, pour le JavaScript, vous êtes obligé de l'écrire. All right. Alors, vous connaissez maintenant diff et vous pouvez faire ça avec des fichiers. Si on regarde ici, moi, dans mon TP2 avec Gilles, ben, je voulais avoir la différence entre ce que Gilles avait fait et ce que moi, je venais de faire. Alors, vous voyez ici, il y avait un bonjour le monde. Un petit moins, c'est pour dire que ça a été enlevé. Puis un petit plus, ben, j'ai rajouté et étudiant. C'est un petit outil de plus pour vous aider dans GIF. La réparation des erreurs. Alors là, ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on peut se servir de Git, du moins pour nous aider. Parce que vous savez que Git garde tout l'historique.
de chacun des git commits que vous avez fait. N'oubliez pas, un commit, ce n'est pas un save comme dans Word. Ça sauve toutes les instantanées, ou du moins, en tout cas, ça fait un lien sur toutes les autres. Donc, on a toujours des espèces de copies Git disponibles de tout notre projet. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que tu ne peux pas faire de undo là, comme dans Word. Ça ne marche pas. Là. Oublie undo, puis essaie de t'imaginer que Git, ça a un long historique de tous tes commits. Puis qu'à partir de ça, tu peux aller voir un autre commit, aller récupérer du code que tu avais. Et c'est ça ta façon d'aller retrouver des trucs qui auraient été perdus. Le premier outil que tu dois comprendre, puis c'est pour ça que moi je le fais avec la ligne de commande, c'est que, étant donné que tu n'as pas vraiment de undo, ce à quoi tu peux travailler avec, c'est ton GitLog. Et là, on regarde, les GitLog, là, tu commences toujours dans l'histoire en bas. Donc, on a eu un premier commit qui est le 7FA5. Il y en a eu un autre qui était le 9B3. Et si vous demandez, monsieur, pourquoi vous dites des espèces de chiffres bizarres? Pour récupérer un commit, c'est toujours les 4-5 premiers chiffres de sa clé SHA. Alors, si je te parle du commit C890EA, là, savez-vous de quoi je parle? C'est l'ajout du tag P de Gilles fait le 21 avril à 4h30. Alors, on voit comment ça a fonctionné en avançant. Si jamais tu avais un fichier de trop dans ton index, ton staging, tu peux le retirer avec la commande git reset head et le fichier. Ça, c'est quand c'est dans ton index. Mais là, tu te dis, oui, mais moi, là, j'ai travaillé et quand on lit les petits diagrammes de GitLog, parce que ça, c'est un diagramme de GitLog, on commence toujours à gauche, qui est le plus vieux. Là, on n'a pas le numéro du commit. On a le deuxième commit qui est A1E8FB5 et le master qui est habituellement le dernier commit. Mais là, on dit, ah, il y a quelque chose que j'ai fait, je ne me souviens pas trop, je voudrais revoir mon code dans le passé. C'est pas comme un undo, mais c'est pas loin. Donc, quand tu fais des commits, ce que tu fais, si tu veux retourner, tu peux faire un git checkout avec le SHA du commit. Premièrement, n'oublie pas d'avoir tout fait tes staging commits avant parce que ça va flusher ce que tu as pour aller chercher la copie au moment du commit que tu es après à regarder. Donc, allons voir qu'est-ce que c'est. Je vais vous donner un exemple. Je suis ici. J'essaie de grossir ma fonte un peu. Voyez-vous un peu mieux comme ça? OK. Alors, je vais travailler, c'est un petit peu plus gros. Donc, je vous ai dit que pour regarder l'histoire des commits, GitLog, c'est mon ami. Puis là, la dernière fois que j'ai travaillé avec, j'ai probablement brisé quelque chose. Puis j'aimerais aller voir ici, c'était quoi lors du premier commit. Alors, on va faire git. Je vais m'assurer que j'ai tout poussé, par exemple. Git commit.
Ah non, il veut un message. Donc, dernier commit. Ne surtout pas écrire ce type de folie. OK, alors là, j'ai fait mon dernier commit. On va faire le git log. OK, fait que le commit qui m'intéresse, c'est le dernier, qui est en fait le premier qui est ici. Git. Là, avant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai dans mon fichier index. Oups, je suis où? Ah, c'est type qu'il n'y a pas. Bon, je vais vous le montrer avec code. Code index.html. Voyez-vous, j'ai bonjour tout le monde et les étudiants ici. Right? C'est beau. Et là, je vais le fermer, mon éditeur. En fait, fermer index. Là, je vais faire mon git checkout. Et on va aller chercher 7FA5E. Et là, il m'écrit un espèce de truc qui n'en finit plus. Mais regardez ma ligne de commande ici. Puis regardez en fait ce qui est écrit au bout. 7FA5E4D. Il a tout vidé mon répertoire courant, que de toute façon, je n'avais pas de besoin. Et il a été me mettre ce commit-là. Donc là, si je demande mon edit d'index.html, regardez, j'ai même plus de point d'exclamation ni tous les étudiants. Donc, ça me permet de voyager dans le temps. Puis quand on a fini, tu peux sauver, copier le code, l'envoyer ailleurs. Tout le monde est heureux, tu dis OK, je veux revenir à l'état courant. Git, checkout, master. C'est pas trop compliqué? Donc, on a une machine à voyager dans le temps. On peut regarder ce que c'était dans le temps. La vie est belle. Et ça, c'est la démonstration que je vous ai faite. Je suis revenu. Si jamais vous avez besoin d'effacer un commit, je ne sais pas la raison pour laquelle, mais ça se pourrait. En fait, souvent, si tu n'as pas perdu ton fichier, tu n'as rien qu'à le récupérer par faire un nouveau commit. Ça ferait un job. Mais si jamais tu en as besoin, tu peux faire un git revert puis le numéro du commit. Ça va renverser les commits puis ça va créer un nouveau commit qui va te donner le résultat du revert que tu as fait. Modifier le message d'un commit. Mettons que tu viens de faire le commit, là, puis tu as commis le péché cardinal de dire « Oh my God, j'ai mis un message pas intelligent ». Si tu n'as pas fait ton push sur l'origine, tu peux faire un git commit amend message. Annule tous les changements non committés. Faites attention, je devrais mettre ça en rouge, là. Attention, attention. Ça fait exactement ce qui est écrit là. Tu perds tout ce qui n'est pas committé. Alors là, on va parler des dépôts à distance. Moi qui avais pris la peine de vous mettre une belle photo pour commencer les dépôts à distance. Bon, ça va ici. Ça ici. Donc, les dépôts à distance, leur nom, premièrement, là, leur nom de code, dites-le pas, là.
Il y a juste nous autres qui sait ça. On les appelle habituellement origines. Donc, et à quoi ça sert? Ben là, vous allez déjà l'avoir. Premièrement, c'est une copie de sûreté. Tout ce que tu vas avoir comme idée, là, comme Youssef disait, oui, mais monsieur, mon ordi va exploser bientôt. C'est une façon de parler. Je l'aurais pu, qu'est-ce que je fais? Avant qu'il explose, fais tes git commit, là, ramène l'autre, puis après ça, fais la même affaire que Sarah a fait. Git, clone, va chercher le dépôt à distance. Yes! Power to the people. Un coup que tu as fait ça, à quoi ça sert? Bien, premièrement, on va aussi, vous avez vu qu'il y a plusieurs petits onglets dans... Oups, il y a quelqu'un qui est pris dehors. OK. Vous avez probablement remarqué que dans votre Git, oups, ici, ah non, je veux celui de tout en bas. Si je m'en viens ici, premièrement, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs onglets. Bien, ici, ça me permet d'aller mettre des notes pour qu'on puisse régler des problèmes. Ici, ça me permet de voir qui est-ce qui travaille fort dans une équipe. Puis qui c'est qui a fait des commits, puis combien. Youssef, c'est toi qui as travaillé le plus fort. Je suis vraiment impressionné. Sarah, il va falloir que tu te remettes à travailler. Merci, monsieur, je sais. Alors, c'était pour vous dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. On peut aussi partager des petits morceaux de code en ligne avec des gists. On va apprendre à faire des pull requests. Pour dire quand votre code est prêt, tu fais un pull request, l'autre est capable de le regarder, puis de l'accepter, puis de faire un merge. Et on a vu comment récupérer du code depuis un repository. Donc, ça, c'est le diagramme que je vous parle depuis tantôt. Dans le cas qui nous regarde, vous n'avez pas le GitHub original. En fait, j'aurais pu vous créer un début de code, puis ça se peut que je vous en fournisse. Quand tu travailles sur GitHub et que tu partages du code, il y a le dépôt original. À partir de là, toi, tu vas te créer une fourchette, un fork, qui est ton dépôt distant, et tu vas avoir ta machine. Pour ce qui est de ta machine, tu ne travailleras plus jamais, à part le premier coup pour aller chercher le code, tu ne travailleras plus jamais avec le dépôt original. Tu vas travailler entre ta machine puis ce qu'on appelle le fork. Dans le cas, vous autres, il y a juste l'origine, puis en dessous, 2 machines locales. Donc, ce qu'on a fait ensemble, dépôt distant, faites. Vous vous êtes tous créé un compte. Faites. Vous vous êtes tous créé un dépôt. Faites. Oups. On a tous utilisé HTTPS. Ici, c'est plate. Il faut que tu te logues à toutes les fois, mais ce n'est pas la fin du monde. Après ça, vous avez créé un dépôt local. Vous avez créé loin et vous avez poussé. En fait, là, vous avez tout fait le premier morceau. Merci. Tout fait. HTTPS, je vous l'ai dit, c'est plus simple. Vous allez le suivre. SSH, s'il y en a qui sont braves, vous pourrez regarder l'hyperlien fourni et aller le voir. Mais c'est bien l'ouvrage pour pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe en travail d'équipe? J'ai un petit diagramme ici.
Et ça, c'est la première étape quand tu travailles plusieurs dans les mêmes. Quand tu travailles, c'est pas grave, André. Quand tu travailles ensemble, la première job, tu devrais te créer ta propre branche et faire ta job. Ah, monsieur, on ne sait pas c'est quoi une branche. Je le sais, on va en parler tantôt. Pour le moment, on travaille toutes dans la même branche. Master, je vous ai donné le truc. Quand tu travailles toutes dans Master, travaille pas ces mêmes fichiers, la vie va être belle. Mais on s'en va par là. Vous allez créer une branche. Après avoir créé une branche, ben, tu vas faire tes commits dedans. Puis tes commits sont comme à part du master. Donc, il n'y a pas de danger. Tu peux même les pusher. Tu ne détruiras rien. Arrivé au centre, tu vas faire ce qu'on appelle un pull request pour dire à l'autre qui s'occupe du dépôt, « Hey, j'aimerais ça que tu prennes tout le code que j'ai fait, tu le regardes et finalement que tu le déploies et le fusionnes. » Une fusion, c'est un merge. Ça prend tout ce que tu as fait dans ta petite branche là, avec l'écureuil et les petites ballons là, et ça les remet dans le projet principal. Donc, on peut s'imaginer qu'une branche, c'est une petite voie de garage dont on va se servir pour faire nos affaires, pour rien briser dans la branche principale. Puis quand on va avoir fait nos modifs, quelqu'un va y regarder, puis il va fusionner ça avec la branche principale. C'est tout. C'est comme ça qu'on va travailler avec GitHub. Et là, nous autres, on va avoir rien qu'une petite recette. Donc, vous avez créé votre dépôt, c'est fait. Vous avez connecté le dépôt à distance avec vos dépôts locaux. Le moins eu, rien que la première fois. Et tout ce que tu as à faire habituellement, c'est un get push. Ça prend ce que tu fais, puis ça l'envoie sur le serveur. That's it. Tout ce que j'ai fait, c'est en aller sur le dépôt à distance. Fait que quand tu commences à travailler, quand tu finis, tu t'assures de le faire. Puis après ça, ben, si ton partenaire a fait du stock, tu vas le chercher avec un git pull. C'est pas trop dur là, comme concept. C'est les branches qui vont rendre ça un petit peu plus compliqué. On va y voir tantôt. Donc, la première fois, on l'a fait ensemble. Vous avez fait un git clone URL. Puis le git clone, là, c'est super sharp. Il crée le répertoire, il fait le git init, il t'amène tout l'historique. Parce que ce que tu as, ça ne sera pas juste les derniers fichiers. C'est tous les fichiers, tout l'historique, tout le kit, pareil comme si c'est toi qui l'avais créé. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je ne travaille pas pendant 2 jours, je suis malade, j'ai pogné la COVID-19, mon partenaire est obligé de faire plein de travaux, mais là, je suis prête pour l'aider. Git pull. Ça va prendre la dernière copie qui est sur le dépôt à distance et ça va me mettre à jour. Mais ça va me mettre plus qu'à jour. Ça va aussi m'envoyer tout l'historique des commits. Je vais être capable de m'en aller n'importe où mon chum a travaillé ou mon ami a travaillé. Il n'y a pas de problème. Tout est là. Alors, en fait, à partir de maintenant, tu fais des git add, git commit. Quand tu as fini de travailler, tu pousses tout ça sur remote. Puis avant de recommencer à travailler, git pull. Et ça, tant qu'on n'aura pas de problématique de travailler sur les mêmes fichiers, ça marche numéro 1.
Puis si tu ne te rappelles plus qui a fait quoi, tu as une commande qui s'appelle Git blame. Hey, je me souviens pas, ce fichier-là, c'est-tu moi qui l'a fait? Ou ce qu'on est rendu? C'est-tu l'autre? Il n'y a pas de problème. Tu fais un Git blame avec le nom du fichier. Et là, il va te montrer pour chaque numéro de commit qui est-ce qui l'a édité, à quelle heure, puis tu peux faire un git log pour avoir plus de détails, puis un git show. Git blame, ça a l'air de ça ici. Donc, tu as une ligne pour tout ce qui a été fait. Ça, c'est tout. Cet FA5D, là, ça a été fait par Gilles, puis il a mis les lignes 1 à 8 dedans. Vous voyez, il est au même temps. Alors, le fichier n'existait pas, puis là, le fichier l'a créé, puis il a mis document type, etc. Jean-François, 2 jours après, à midi, il a été rajouté le tag H1. Gilles-Philippe a été ajouté les P. Et on arrive aux branches. On achève la théorie. Donc, les branches, hey, puis je regarde dehors, là. Les branches, là, ils n'ont pas l'air de ça, pas en tout. En fait, aujourd'hui, ils sont super belles avec du soleil. Yeah! Les branches, c'est une étiquette sur une série de commits qui se fait à part. Il y a toujours la branche principale qui s'appelle master. Puis si tu ne dis rien, chaque commit que tu fais se fait toujours sur master. Et le dernier petit truc que vous allez apprendre, c'est head, comme la tête. C'est un autre pointeur. Master, c'est la branche principale. Head, c'est où est-ce qu'est rendu ton Git. T'es-tu sur une branche? T'es-tu sur master? T'es-tu sur le premier commit? T'as-tu reculé dans le temps qu'un checkout? GitLog te dit toujours où est-ce qu'elle est. On ne savait pas quoi regarder. Mais là, si on regarde GitLog, mon head est sur master. C'est toujours ce petit dessin-là qui va vous dire où est-ce que vous êtes. Branch. Oui, excusez, Git branch. Ah! Vous voyez, j'en ai 2 des branches. L'étoile désigne la branche courante. Je suis sur le master, mais j'en ai créé une. On va voir comment ça fonctionne. Pourquoi on fait des branches? C'est pour être capable de travailler en parallèle. Puis notre travail qui n'est peut-être pas complet, mettons, j'ai 6 tâches à faire dans mon travail, ben quand les 6 vont être faites, ce que je vais avoir, je vais pouvoir le mettre dans le système. En attendant, je veux travailler séparément. Puis à chacune des tâches que je vais avoir faites, je vais la committer dans ma branche. Fait que mettons que tu pars avec le master, puis la première chose à faire, quand tu as ta page d'accueil, il y a quelqu'un qui peut créer une branche accueil. À partir de la branche accueil, moi, je fais tout le travail pour l'accueil. Je crée l'HTML, je crée le BSS, je le teste, il est tout beau, je le commit. Quand le commit va être fait, je le merge dans master. Après ça, je vais me faire une autre branche. Mettons, la liste des produits. Ça sert à travailler aux côtés. Parce que quand je vais faire mes tests, je vais toujours travailler avec mon master. Si on regarde qu'est-ce que ça a l'air avec un diagramme, ça ici, le snapshot A, c'est le premier commit, deuxième commit, troisième commit. On est sur la branche master et le head pointer devrait être ici, là, on ne le voit pas pour le moment. Le master pointe toujours vers le dernier commit réalisé, tout est beau. Là, je fais la commande Git branch testing.
je crée une nouvelle branche. Voyez-vous, dans le diagramme, elle est ici au bas. En bas. Donc là, j'ai master puis j'ai testing qui pointent sur le même commit. C'est rien passé. Vous avez bien. Là, je fais un git checkout testing. Là, je dis au système, j'avais créé la branche. Là, je m'en vais sur la branche. Un oiseau sur une branche faisait pipi. Non, vous ne la connaissez pas? La chanson n'est pas longue, elle est finie. Mais pour vous écœurer, je vais la recommencer. Alors, je suis sur la branche testing. Pourquoi on voit le head qui pointe là? Puis j'y ai dit, mets-toi sur testing. Donc là, je travaille dans mon fichier HTML, je l'ajoute et je fais un commit. Le commit, là, il s'est fait sur la branche testing, pas sur la branche maître. Fait que maître, elle l'arrête ici, puis ce que je te préfère de nouveau, il s'ajoute en amont sur la branche testing. Quand je vais faire un checkout master, je vais me ramener sur la branche maîtresse. Et là, ben, je peux me promener entre les deux. Puis quand je vais avoir terminé, je vais faire un merge pour dire, prends tout ce que j'ai fait dans testing, puis merge-les avec maître. Donc, ça, c'est ce que vous savez. Quand tu initialises un repo, tu es placé dans master. Pour voir les branches présentes dans ton repo, utilise la commande git branch. C'est ce que je vous ai montré. Et là, on en a juste une. Pour apprendre à l'en faire, on fait git branch, nouvelle branche. Alors, gênez-vous pas, faites votre première branche. Et appelez pas ça branch 1, branch 2. Prenez l'habitude de nommer vos branches par le nom de la fonctionnalité que vous voulez faire. Page XYZ. Moi ici, ajout CSS. Donc, git branch. Oups. Ajout CSS. Là, moi, je ne le fais pas parce qu'il est déjà fait. Tu fais retour, puis après ça, fais git branch pour t'assurer qu'elle est créée. Mais on n'est pas dessus. Elle est juste créée. Daniel t'a posé une très bonne question. C'est quoi la différence entre origine et master? En fait, ce ne sont pas les mêmes terminologies. Master, c'est la branche. Origine désigne le dépôt. Toi, Daniel, tu travailles avec 2 dépôts, puis ton partenaire travaille avec 2 dépôts. Le origine, qui est celui qui est à distance, et le local. Donc, quand on parle de master origine, on parle de la branche maîtresse du dépôt à distance par rapport à ton dépôt local. Donc, le mot origine désigne le dépôt à distance. Ça a-tu répondu à ta question? All right. Alors là, on a créé notre première branche. J'espère que tout le monde a fait la commande. À partir de là, on va aller sur la branche. Un oiseau sur une branche faisait... OK, c'est beau. Ça m'arrive d'être intelligent, mais pas le jeudi. Donc, git, checkout, ajout. Et là, vous voyez, il dit switch to branch. Puis on va le prouver. Git branch. L'étoile est maintenant sur ajout CSS. Tu aurais pu faire ça d'un coup avec git checkout -b,
puis la branche. Mais moi, j'aime mieux utiliser la commande branch pour gérer branch, puis checkout pour changer où on s'aiguille. Là, checkout, c'est la même chose qu'on a utilisé tantôt pour ramener l'historique. Donc, ça nous permet soit de changer de branche, soit de changer de commit, un checkout. Et on pourrait l'effacer, notre branche qu'on vient de créer avec git branch -d et son nom. Et là, on est rendu à fusionner. Il est 3h25. Moi, je vous propose que pour les premières semaines qu'on fait le projet, on ne travaille pas sur les mêmes fichiers. Alors, dans ce cas-là, tu n'as rien qu'à faire un git merge. Donc, qu'est-ce qu'un git merge? Ça va s'occuper, comme là, j'étais dans la branche A et tu veux mettre à jour ce qui vient de la branche B. Donc, je m'en viens ici. Code espace index.css. OK. Moi, le mettre à 8. Plus. Git add point. Git commit point end. De la marge et ligne. Et là, regardez où le commit s'est fait ici. Donc là, ma branche master, là, elle n'a pas cette modification-là. Juste ma branche ajout CSS. On va se le prouver. On va le pousser. Git push. Ah, j'aime ça, moi, quand tu oublies de quoi. Lui, il dit, garde, il dit, ça me dérange pas, là, mais ton remote, il l'a pas, ta branche. Ça commande pour la créer. Et là, on va sur mon GitHub, mes repos. C'est pas j'ai une GF? Ah, c'est. OK, je ne cherche pas l'autre, c'était bon. Ah! Voyez-vous, tout d'un coup, là, j'ai cette branche-là. Ici, j'ai mon master. Est-ce que vous voyez mon index.css dans mon master? Non. Par contre, OK. Et là, on voit mon index.css. Puis là, je fais mon pull request. SVP, ajouter, en fait, merge, mon ajout, CSS. Et là, on voit qu'il y a eu 3 commits, on voit ce qui a été fait. Et là, l'autre personne va voir le pull request. Ils apparaissent ici dans l'onglet pull request. Je m'en viens. Là, je peux reviser ce qui a été fait. Il écrit des messages.
Puis dire non, c'est beau, j'accepte, j'ai pas de problème, je ne l'ai pas. Ajoute CSS, accepter, c'est beau. Et voilà, j'ai plus de pull request ouvert. Mon code contient les deux. Et regarde mon pull request à 0. Et là, ma branche maîtresse comprend les deux. C'est fait. Fait que quand je vais en venir faire mon get pull, il me dit ah, j'étais beau, je suis heureux. Sur quelle branche je suis, s'il vous plaît, gang? Je regarde le chat. Sur quelle branche je suis positionné? Oui, bon point, Christian. Là, comprenez que c'est pas parce que je suis synchronisé que je suis où je veux être. Il me le dit. Là, moi, je veux plus travailler sur cette branche-là. Je peux la déliter si je veux. Et sinon, je fais Get Checkout Master. Je suis revenu. Il me dit, ah oui, mais là, si tu es à cet endroit-là, sur ton master, tu n'es pas à date. Bon, il n'est pas grave. Git pull. Donc, si les pushes se font, il n'y a pas de problème, tu ne feras pas d'erreur parce qu'il te le dit quand tu changes de branche. Hey, il dit master, lui, il n'est pas à date. Parce que quand tu fais un pull juste de la branche dans laquelle tu es. 3h30, jeudi, je suis sûr que vous en avez assez. Premièrement, je tiens à vous féliciter. Et deuxièmement, ben, vous allez, puis c'est ça qui est cool, c'est que vous n'aurez plus dans les jambes pour travailler avec Git. Votre travail, c'est de travailler avec Git. Il y en a-tu qui ont des dernières questions avant qu'on mette fin à la session? Ah, Christian, c'est une bonne question. Comme je t'ai dit, il y en a qui vont être bien à l'aise avec les branches, là, puis ils vont être capables de partir avec ça, pas de trop. Alors, si tu es capable, c'est une bien meilleure approche. Sauf que ça veut dire qu'il ne faut pas t'oublier de créer les branches, il faut que tu saches où est-ce que tu es rendu, il faut que tu ailles faire un pull request, il faut que tu fasses un merge. Donc, l'espèce d'overhead qu'il y a est quand même pas mal plus grande. La meilleure méthode, c'est d'utiliser les branches. Ceux qui ne sont pas à l'aise, il n'y a pas de problème. Séparez-vous les fichiers. Quand tu as fini, tu fais un get push, ça s'en va dans le master, l'autre va faire son pull, tout le monde est heureux. Si tu essaies de faire un push et que tu n'étais pas à jour, il faut que tu fasses un pull avant. C'est toujours mieux quand tu finis de travailler, fais toutes tes pushs, puis quand tu commences à travailler, fais ton pull. Ça a-tu répondu à ta question, Christian? Alors, pour ceux qui comprennent la notion de branche, là, il n'y a pas de problème. Tu te crées une branche, tu switches dessus. N'oublie pas de faire ton checkout parce que créer la branche, ça ne te met pas dessus. Donc, tu crées ta branche, tu te mets dessus, tu fais tes commits, tes push. Si tu as fini ta job, après ça, tu t'en vas faire un pull request sur GitHub pour que l'autre puisse aller comme regarder ton code. Puis après ça, celui qui a regardé le code, il fait le merge. Quand le merge est fait, ça veut dire que sur ton dépôt distant, ta branche que tu as faite a été intégrée à ton master. À partir de là, tu peux te recréer une autre branche puis faire d'autres choses. Dernière question avant qu'on se souhaite un bon week-end, gang. Ben, bravo, vous avez été très sages et je suis heureux. On est à peu près tous rendus au même endroit.